Salut Yannick. Salut. Hey, bienvenue sur le podcast Passionnément. Je suis vraiment content d'être là. Merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et surtout, merci de me sortir de ma zone de confort. C'est toi qui as lancé l'idée qu'on soit en studio. Oui. Premier studio, je me dis que si on fait ça, c'est mon premier podcast. On fait ça en studio. On fait ça en grand. Oui. Premièrement, je voulais te présenter Yannick Duval. On s'est rencontrés, tu es entrepreneur. Ouais. Je dirais, là, à cette heure que je te connais un petit peu plus, multi-entrepreneur. Oui. Tu es surtout spécialisé dans le domaine automobile, mais ça finit que plus que j'apprends à te connaître, plus que je me rends compte que tu es multi-entrepreneur. Puis ça, on s'est rencontrés par le biais de Julien Bournival. Oui, avec le groupe de PAC. On était mentorés un peu à la même place. Oui. On s'est rencontrés dans une formation. À l'événement. Plein de belles rencontres là-bas. Plein d'entrepreneurs. C'était vraiment le fun. Je suis vraiment content. Oui. Belle rencontre. C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, puis je trouvais ça vraiment nice, tu sais, de rencontrer des entrepreneurs là-bas parce que je pense qu'on avait tous un peu la même vibe, un peu la même mission. Tu sais, on va là pour se développer, pour évoluer. Moi, je tripais bien raide à cet événement-là de voir qu'il y avait autant de gens qui... Tu sais, Julien, il parcourt beaucoup de messages, il véhicule beaucoup de messages qu'on sent beaucoup des aliens dans ce qu'on fait, tu sais. Puis là-bas, de voir des gens qui réussissent plus que nous, plus jeunes que nous, ça me challengeait, tu sais. Il y avait... comment il s'appelle, lui qui fait du recrutement? Ludovic. Ludovic, tu sais. Shout-out à Ludovic. Mais... Tu sais, je trouve vraiment son histoire inspirante. Tu sais, un jeune qui réussit comme ça, en faisant du recrutement, qui part de rien. Tu sais, tu fais comme... Ah oui. Qui est sur le stage puis qui nous parle de recrutement. Oui, c'est ça. C'est lui qui est on stage. T'es comme, OK. C'est ça. Okay, bon. De sortir de sa zone de confort, de caler. Ah non, c'est malade. T'sais, moi, je suis une personne qui cherche toujours à évoluer puis à me développer. Puis je pense que tu es vraiment comme ça aussi, hein, parce qu'on serait pas encore... on est dans le même groupe encore, on se suit. Là. Encore hier, on était en Zoom. En Zoom, je voyais Jade. Je suis là, présent. Ah ouais, j'essaie de toujours être présente. Là. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler un peu de toi, parler un peu de ton parcours, de qui est Yannick Duval, qu'est-ce qui te passionne, comment tu as fait pour te rendre où ce que tu es aujourd'hui? Mon Dieu, ça fait bizarre de parler de soi. Mais, oui, mais on est là pour ça. Mais à la base, je suis un petit gars de la construction. Il n'y a pas beaucoup de scolarité. J'ai commencé avec mon père en travaillant sur le marché, puis l'entrepreneuriat est venu assez rapidement. J'ai commencé en automobile. Là. Moi, à la base, j'ai fait la construction. J'ai signé professionnel en tant que combattant professionnel à 19 ans. Je me battais dans la cage RDS pour la Fédération Instinct. Puis j'ai ramassé mes premiers petits fonds. Puis là, j'ai parti des petits commerces un peu comme ça qui ont fonctionné, mais ça a été mes premières expériences. C'était quoi, excuse, répète-le? Instinct. Dans le fond, c'était un peu comme l'UFC, c'est dans une cage. Tu te bats, c'est une fédération qui s'appelle Instinct. Ah, OK. Diffusion à RDS, tout ça. Fait que j'ai fait la construction, plus ça. J'ai eu mes premières petites bourses. OK. Puis j'ai pris ça, puis je me suis lancé dans mes premières entreprises comme ça. Ah, ouais, OK. Fait que tu fais... C'est quoi, c'est du MMA, genre? Oui, exactement, oui. Ah, ouais. C'est un sport plus rough un peu. Ben ouais. Mais c'est une bonne discipline, c'est un beau dépassement de soi. Ben oui. C'est 100% de toi-même contre 100% de quelqu'un d'autre, fait que ça te challenge, mettons. Fait que tu travaillais sur la construction, tu te battais pour gagner ton argent. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je faisais ça, puis j'avais lancé ma première compagnie, c'était un petit studio de tatou, coiffeur, barbershop avec des vêtements qu'on vendait. Ah, puis, j'avais pas assez de connaissances à ce moment-là en entrepreneuriat, fait que ça n'a pas duré longtemps, peut-être une expérience d'1 an. OK. Puis après ça, rapidement, je me suis tourné vers l'automobile, puis c'est là que ça a commencé. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, vers 19 ans, tu as commencé à sentir l'instinct entrepreneurial. Ouais, je sais pas quand ça a pogné, mais on dirait que j'ai toujours su que j'aurais une vie, mettons, plus sur mesure, définie par moi-même, tu sais, que je ferais je ferais pas une grande carrière, je sais pas pourquoi. Puis tes parents, c'est-tu des entrepreneurs? Mon père est entrepreneur général. Sa construction, je travaillais pour lui. OK. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai été élevée dans une famille d'entrepreneurs. Fait qu'on dirait que je savais depuis toujours que j'allais être entrepreneur. Sans le savoir, on aurait dit, là. Mm-hmm. C'est un peu la même affaire pour toi, tu sais. Ouais, c'est de même. Probablement, c'est ça que j'ai voulu faire, suivre les traces. L'automobile, écoute, je sais pas pourquoi, j'ai toujours su que je faisais la construction, puis je voulais aller vers l'automobile. Ah oui, OK. Puis ça a commencé comme ça. Au début, j'ai acheté un petit véhicule, puis là, je le retapais par les soirs, je le polissais jusqu'à des fois à 3 h du matin pour être capable de tout de suite le remettre à vendre le lendemain matin. Ouais. Puis on le réparait avec un de mes amis, puis on en faisait un à la fois jusqu'à ce qu'on ait été capable de se payer une petite licence puis d'avoir notre premier petit local où on a acheté puis on a revendu nos premiers véhicules. Ah, ouais. Puis là, dans le fond, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement? Là? Ben, en gros, en ce moment, je suis propriétaire
d'un service d'achat automobile qui s'appelle BuyAuto. BuyAuto, comment ça fonctionne? Dans le fond, on a 2 types de services. On a les commerçants, qui sont des concessionnaires. Nous, actuellement, on a à peu près une vingtaine de concessionnaires qui font leur service chez nous. Ça veut dire quand, mettons, toi, tu vas vendre ton véhicule, tu vas aller chez le concessionnaire, puis excuse, tu vas vouloir vendre ton véhicule, bien, souvent, le concessionnaire va donner un prix sur le marché du Québec. Ça veut dire, mettons, dans la cour au Québec. Fait que là, il va t'offrir, mettons, 40 000 pour ton véhicule. OK. Mais des fois, toi, tu dois 42 000, puis il n'est pas capable de faire la transaction avec ce prix-là. Fait que là, il va faire appel à des services comme moi, parce qu'il va me dire, écoute, j'ai besoin de 42 000 pour faire ma transaction. OK. Fait que là, on va regarder, est-ce qu'on est capable de l'ordonner à l'Europe, aux États-Unis, l'enquête canadienne, américaine, puis là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour la transaction pour que tout le monde puisse la faire. T'sais. Fait que si toi, tu as ton véhicule, tu es capable d'avoir pas de solde, tu repars avec ton nouveau véhicule, tout le monde est content. Fait que ça, c'est pour notre B2B, je veux dire, qui est pour les services aux entreprises. Puis pour le B2C, ben, on a un département qu'actuellement, on est en train de lever, qui est vraiment le service au client. Fait que tu vas aller sur notre plateforme, tu vas faire une demande pour recevoir un prix. Puis nous, on va faire une évaluation, on va faire un appel de qualification, on va regarder où est-ce qu'il va te qualifier ton véhicule, on va travailler la transaction comme ça, puis on va te rappeler pour t'offrir le meilleur prix du marché. Fait en espérant qu'on soit meilleur que le concessionnaire tout le temps. Ah ouais, OK. Puis après ça, vous revendez ça à l'international? Ouais, principalement, beaucoup en langue américaine, mais beaucoup de Canadiennes aussi. Parce que c'est pas tous les véhicules qui vont être meilleurs en langue américaine. OK. Il y a certains véhicules avec le transport, le taux de change ou certains critères de qualification qui fait que le véhicule, il ne se qualifiera pas. Comme pour un véhicule, nous, on fait beaucoup de camions. Fait que pour un véhicule qui est un RAM, si c'est un numéro de série qui commence par 2 et 3, des véhicules qui ne sont pas exportables. Parce que les numéros de série 2 et 3, c'est des usines de fabrication qui sont soit au Canada ou au Mexique, fait qu'ils ne sont pas exportables. Ah oui, OK. Fait que c'est beaucoup de connaissances à connaître, mais une fois que tu le sais, ben, tu sais où est-ce que le véhicule va se qualifier, où est-ce qu'il va faire le plus. Puis, puis c'est ça, tu sais. Et toi, tu as appris tout ça sur le tas? J'ai appris sur le tas, mais beaucoup d'acheteurs qu'on a rencontrés en prenant l'avion. Tu sais, mettons, à un moment donné, on donnait des prix. Puis, tu sais, comme ma technique au début, c'était juste... je donnais un prix, mettons, sur le marché canadien. Puis si la personne avait un meilleur acheteur que moi, ben j'y offrais quelque chose pour avoir son acheteur. Parce que je ne gagnais pas la transaction, je gagnais l'acheteur. Puis à un moment donné, on est devenu saturé au Québec. On se connaît tous, c'est un petit marché l'automobile quand même. Fait que c'est là qu'à un moment donné, on a fait comme avec deux de mes amis, Gabriel et Walid, je les ai emmenés avec moi. On était allés faire du porte-à-porte en Europe pendant des semaines. On cognait toutes les portes pour essayer de trouver nos acheteurs. On était comme on vient du Canada, on avait des véhicules. Aïe, aïe! Puis, on était allé à Dubaï, on est allé, mes amis, on en a fait quelques-uns en Afrique, des exportations. Ça a été compliqué. Puis c'est ça. Fait que c'est pas mal. Les États-Unis, ben c'est des concours de circonstances. On a des gens qu'on a rencontrés. Puis mon plus gros acheteur, ben il habite au Costa Rica. C'est comme tout du monde de partout. Puis je lui parle à tous les jours. C'est mes grands chums. Il y en a un là-dedans que j'ai jamais vu de ma vie. Jamais. Ah, c'est cool. Fait que finalement, tu t'es parti en automobile parce que tu étais passionné par l'automobile ou parce que tu voyais vraiment la possibilité de réussir une carrière là-dedans? Ça a été bizarre parce qu'au début, à la base, quand j'ai commencé, que j'avais un petit concessionnaire, je revendais des véhicules. Deuxième année, je suis tombé, j'ai pas aimé ça vendre aux clients. J'ai pas aimé ça vendre aux particuliers parce que j'ai pas aimé l'expérience de vendre le client. Je vendais toujours au meilleur prix, puis les clients revenaient toujours avec s'il y a telle affaire. Mettons, puis on s'astinait tout le temps pour des niaiseries, puis j'étais comme, j'aimais pas ça. Fait que deuxième année, je suis tombé en wholesale, où j'ai fait un an de wholesale, où le wholesale, c'est qu'on se présentait dans des concessionnaires, puis on achetait des véhicules. Mettons en lot, mettons une dizaine de véhicules qu'on a, mettons, toi, tu as un concessionnaire que la cour moyenne est 30 000 mettons. Mais là, si tu achètes un véhicule de 10 000 et moins, ça ne fit plus dans ta clientèle. Fait qu'on achetait les lots de véhicules que ces gens-là avaient, puis on allait les revendre dans d'autres que c'était leur cour, mettons, plus petite. On faisait des petits profits comme ça. Puis on a fait ça pendant à peu près 2 ans. Puis en troisième année, je suis tombé à l'exportation, parce que j'ai rencontré des réseaux d'acheteurs, puis tout ça. Puis là, on est vraiment rentré là-dedans, puis qu'on s'est mis à bâtir les réseaux d'acheteurs, offrir des prix compétitifs, puis faire, mettons, du bon volume, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça. Puis je sais pas quand est-ce que vraiment c'est devenu fort. Je pense que le service au client, ce que ça m'a vraiment appelé, c'est que ça m'a on voulait offrir un service qu'on aurait voulu avoir. T'sais. Nous, on va chercher le véhicule, on s'occupe de tout, on fait la transaction, puis on était comme... on a tous déjà eu à rentrer dans un concessionnaire, puis à faire concessionnaire après concessionnaire pour trouver celui qui donne le meilleur prix sans nécessairement savoir si c'était vraiment le meilleur prix, parce que sur quoi tout le monde se base. Fait que, quand j'ai compris le marché, puis j'ai vu que je donnais des prix à des concessionnaires que eux redonnaient, mettons, 5 000 de moins à des clients que moi, je leur donnais des prix. J'étais comme, je réalisais ça dans le marché parce que je réévaluais le véhicule par en arrière parce qu'il tombé sur un client de ma plateforme. Puis là, il me disait, j'ai 55 au concessionnaire. Ouais, moi, j'ai donné 60. Fait que là, j'ai fait comme, OK, c'est là que j'ai fait comme, on va le prendre en charge. C'est vraiment 100% des valeurs qui a fait qu'on a poussé vers ce département-là, dans le fond. Je me suis éloigné de ta question. Ah, mais non, c'est...
Fait que, On voit que t'es passionné, finalement. ouais, c'est ça. Ça va vite dans ma tête. Là. J'essaie de pas skipper des bouts. Mais... Puis, parce que avant qu'on se connaît un petit peu depuis presque un an, là, mais tu sais, ton parcours est vraiment nice parce que, tu sais, t'as parti quand même de zéro, là, tu Ouais, sais. 100%. L'autre fois, tu m'en as parlé un peu, puis j'étais vraiment, comme, impressionnée, puis je trouve ça malade, puis je veux que tu nous en parles un peu de... Tu sais, tu me disais, Jade, je suis partie vraiment de zéro, avec aucun cash, aucun rien, puis, tu sais, Ben, j'aimerais ça que tu nous c'est en quand on parles. est rentré à l'exportation, c'est là que ça a été compliqué. Parce que, premièrement, t'as pas de personne, t'as pas de client, t'as pas d'acheteur, t'as pas rien. Fait que là, puis t'as pas d'argent. Fait que, tu sais, t'as pas les moyens. Tu sais, en ce moment, tu sais, 1 million, je te vide ça, là, d'une semaine, c'est pas long. Là. Fait que, tu sais, puis c'est normal, on achète des véhicules autour de 75 000 $, 80 000 fait que, Ouais, ça va c'est vite, pas long, là. tu sais. Mais, tu sais, au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on a commencé à l'exportation un petit peu avant la COVID. Fait qu'il y avait une pénurie de véhicules, mais nous, on était capable de mettre un peu de marketing en place, des choses comme ça pour être capable d'en avoir. Fait qu'on allait voir, mettons, 5-6 acheteurs, puis on leur a dit, écoutez, vous voulez en avoir, nous, on a les véhicules, vous autres, avez les prix. J'ai dit, donnez-nous votre prix, puis celui qui va donner le meilleur prix, mettons que tu me donnes 80 000 pour le véhicule, on va donner 79 au client, puis on va l'acheter à 79, on va vous le porter chez vous, puis on va faire une facture de 1 000 $. Fait que, on trouvait le moyen d'acheter pour des millions de véhicules par semaine sans avoir nécessairement une scène. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va faire ça. Tu peux pas présenter chez Ford et dire ouais, t'as une pénurie de véhicules, ben, on va faire l'achat par chez vous, puis tu vas me laisser partir avec ton chèque puis aller chercher le véhicule chez le client. Jamais personne ne va faire ça. Au début, on a fait ça, il y avait une pénurie, puis on avait de la notoriété, puis le monde savait on était qui, puis ça faisait quand même 4 ans qu'on était dans le marché. T'sais. Ouais. Fait que, on a bâti notre réputation comme ça. Puis aujourd'hui, à un moment donné, on est venu capable d'être autonome, puis de mettre nos fonds, de prendre nos propres risques, de faire nos propres prix. Parce qu'à la base, oui, c'est tous les acheteurs qui bêtent, mais sur certains types de véhicules, des fois, il n'y a pas personne qui le veut. Là, tu fais quoi? Tu as 8 acheteurs, personne qui le veut. C'est des acheteurs à volume qui n'achètent à 75-100 par semaine, mais il ne veut pas ce modèle-là. Là, est-ce que tu ne donnes pas de service au client? Fait qu'on a un département qui va prendre le risque, qui va donner un prix pour donner du service au client, pour, mettons, qu'on prenne le guess de l'envoyer souvent à l'enquête canadienne, puis d'essayer de faire plus avec. Fait que, mais c'est comme ça qu'on a commencé. Puis au début, on n'avait pas de... On n'avait aucun client. Puis au début, c'était un département beaucoup axé sur les concessionnaires. Fait qu'on est allé cogner à toutes les portes. Ouais. Puis on n'a pas fait de l'argent au début. Là. On était arrivé dans un char. J'avais un nouveau partenaire que j'étais allé chercher, qui lui avait un gros background dans un concessionnaire. Puis on est parti, puis on a juste cogné à toutes les portes. C'est comme... Mais c'était quoi ta vision à ce moment-là? T'sais, comment tu as fait pour te dire, tu sais, je vais aller cogner aux portes? En voulant dire, ça prend vraiment... C'est avant que ça devienne, mettons, Bioto, puis que ça soit un brand, puis que ça soit un service. Ben, tu sors de ta zone de confort, j'en reviens pas, là. À la base, pour de vrai, je sais pas à quoi je pensais. Je pense que je l'avais juste... Tu sais, au début, c'était pas un brand, justement. Je pense juste qu'on faisait des transactions dans des concessionnaires, parce qu'on disait qu'on était capable de racheter à quelqu'un, puis de redonner à quelqu'un d'autre. Puis, un moment donné, on a juste step up, puis on s'est juste dit, on va juste aller dans plus de concessionnaires, ramasser plus de services, plus de clients. Puis, à un moment donné, on est devenu un nom. À un moment donné, on s'est dit, bon, on s'appelle Bioto, puis on veut que les gens fassent appel à nos services. Puis, je pense que c'est devenu Bioto quand on s'est... Au début, j'étais Yannick. Les gens m'appelaient le véhicule. Les concessionnaires connaissaient Yannick, connaissaient mon cellulaire. J'avais pas besoin d'avoir un brand, t'sais. Mais à un moment donné, quand je me suis tourné puis je voulais offrir pour toutes les valeurs que j'ai faites, que je voulais offrir le service aux particuliers, ben là, il fallait qu'il y ait un nom à se référer. Je voulais qu'il y ait mon entreprise, tout ça. Fait que là, c'est là qu'on a trouvé, je pense, Bioto, puis qu'on s'est vraiment penché là-dessus. Il faut que tu ailles le feu sacré en tabarouette. Là, il faut tout le temps que tu ailles la flamme. Hein? Je sais pas qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour être entrepreneur, c'est voir une mouche puis vouloir partir un zoo. Là, fait que, j'aime ça. c'est 100% ça. Là, tellement, mais en même temps, c'est quand même fou là, de dire que t'as parti de quelque chose de zéro, puis en même temps, d'aller cogner aux portes, d'aller partout, de foncer, puis ça prend une méchante drive. La version un peu drôle. En affaires, on dirait qu'on regarde quelqu'un aujourd'hui, nous, on fait minimum 75 évaluations d'une journée. Puis là, on en fait, mettons, fois 5 jours. Fait que, on fait 15, 20, 25, des fois, véhicules semaine, quand c'est nos meilleures semaines. On a des semaines qu'on a déjà fait zéro aussi. C'est pas tout le temps rose. L'automobile, c'est quand ça va bien, ça va vraiment bien. Quand ça va mal pour vrai. Fait que, tu sais, puis... mais, tu sais, parcours, mettons, un peu drôle, justement, que j'ai géré avec Julien, justement. J'ai eu ma première gestion de crise en fin 2022. À la fin de l'année 2022, le marché automobile était vraiment down. Puis, il y a un moment où ça a carrément planté. Les acheteurs se sont littéralement retirés du marché parce que le marché descendait plus vite que ce que les acheteurs étaient capables d'anticiper. Ils se seraient dit, mettons, le véhicule vaut 40 000, je vais donner 4 000 de moins pour être sûr de ma shot. Puis il descendait encore plus bas, il perdait malgré tout. Fait qu'ils ont dit, on va arrêter d'acheter parce que
mettons, comment je dirais ça, si on est mieux de pas perdre d'argent que d'essayer d'acheter, tu sais, puis t'arrêtes juste d'acheter, puis c'est ça, puis au moins t'en perds pas, tu sais. Fait que, puis j'étais comme, mon Dieu, quand les acheteurs t'appellent pour te dire, ah ben, OK, c'était en fin novembre, on arrivait en début décembre. Là, tes acheteurs t'appellent et disent, OK, Yannick, nous, on te l'appelle, on se reparle en 2023. Là, j'étais content d'avoir un mentor à ce moment-là, mais parce qu'il m'aidait à passer à travers ça, mais j'étais comme, t'annonces ça comment à tes employés que je sais pas comment vous allez payer vos cadeaux de Noël cette année. Je sais pas comment vous allez faire vos affaires cette année. Puis le monde sont comme moi, c'est beau, là, on roule, on en fait des chars, là. Mais ça, t'es pas prêt à ça. C'est bien beau que ta compagnie à run. J'ai fait des crises de panique, d'angoisse. J'ai essayé d'aller chercher des médicaments. C'est Julien qui m'a dit, tu me lâches ça tout de suite. J'ai fait comme ça allait vraiment pas bien. J'étais comme, je savais pas comment gérer ça avec les employés. Je savais pas comment, driver ça. Fait que, c'est pas tout le temps rose, être en affaires. Gérer des humains, c'est la chose qui a été le plus gros développement personnel que j'ai fait. Ouais. De lire sur moi, de lire des livres de leadership, de me reprendre sur moi, d'être patient, puis de toujours me demander de quelle façon que, what's in it for me, qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce que je peux faire comprendre qui va être bon pour lui. Si je dis, j'aimerais ça que tu fasses ça de telle façon, il voit juste de la résistance au changement. Si je dis, en faisant ça, on va pouvoir optimiser telle affaire, puis ton département va pouvoir être meilleur, tu vas pouvoir être mieux payé. Ah, OK, je comprends pourquoi je le fais, tu sais. Fait qu'en tout cas, mais c'est ça, fait que... C'est pas évident, là, tu sais, c'est... Ah, faut vraiment... Puis, en même temps, tu t'as pas juste... Tu me disais aussi que tu avais comme eu des condos, tout ça, t'as d'autres petites entreprises, t'as pas juste Bayoto, je pense. Là, je les ai plus. Je viens de vendre une de mes compagnies, mais on avait une entreprise de taxis que j'ai montée avec des amis. On avait 12 taxis qu'on a montés. Hey, encore là, c'est une compagnie, ça a été du sport aussi. Puis justement, la raison qui... Je l'ai plus, ça, c'est à cause de Julien. Faire histoire courte, là. Parce que quand on va y envoyer le podcast à Julien. Quand j'ai commencé en mentorat, je vais t'expliquer mon niveau d'implication. Ouais. J'ai commencé avec Julien, puis mettons, il m'a dit... J'ai dit, écoute, j'ai telle affaire. Parce que j'ai deux autres compagnies aussi. Une que je suis en laboratoire pour développer un produit canin, mais en tout cas, on en reparlera après. Puis là, j'étais avec Julien, puis j'ai dit, j'ai une compagnie de taxi, là, j'ai comme 24 employés, je gère ça, puis ça me prend tous mes dimanches, mes fins de semaine. Puis il était comme, OK, mais pourquoi t'as pas mis l'argent dans ta compagnie? Puis j'étais comme, ben, je sais pas. Puis il était comme, mais pourquoi t'essaies d'avoir 32 affaires en même temps? Je suis comme, ben, je sais pas, j'avais un projet, une opportunité. Mais ça va faire la semaine passée. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que je chante à Julien. Fait que, tu sais, mon niveau d'implication, c'est que meeting 1, il m'expliquait ça. Meeting 2, je l'appelais, puis je disais, j'avais signé mes parts. J'avais vendu. Ah, ouais, wow. C'est un projet qui rapportait... C'est sur le long, tu vas me dire, mais on faisait un capital de 1,5 million, mettons, qui s'autoclairait tout seul, tu sais. Wow. Puis encore là, pour parler de finances, c'est un projet qu'à la base, on n'avait pas beaucoup de sous. Tu sais, on a trouvé le moyen. C'est pas quelque chose qui est finançable. C'est acheter ça, 12 taxis. Fait qu'on a trouvé quelqu'un qui voulait en vendre tant, quelqu'un qui voulait en vendre tant, une autre personne tant. Puis on a fait financer ça tout au personnel. Puis on a déboursé 20 de mise de fonds. Puis on a créé des ententes papier, des contrats, on est allé chez le notaire. Puis on a acheté on a essayé de transformer avec une entreprise de taxi qui possédait à peu près 20 d'un secteur, mettons, d'une région. Fait que ça a commencé comme ça, mais c'était encore là. Je pensais pas que c'était autant de gestion. C'est parce qu'une opérante ou un investissement, ça aurait été de l'immobilier, honnêtement, j'aurais pas fait ça. Je l'aurais placé, je m'aurais dit, OK, j'ai juste à gérer mes loyers. Je vais gérer une crise quand ça va arriver. Ça me demande une opérante. Ça me demandait énormément de temps. Il fallait que j'aille faire des transferts, il fallait que je gère des accidents de char, il fallait que je gère des permis renouvelés, il fallait que je gère des inspections. Puis, on était 4-5 chums, on s'est mis ensemble, puis on essayait de partir des petits projets ensemble. On aimait bien ça, mais à un moment donné, tu fais comment, ça demande quand même du temps, puis je veux pas, quand ton cerveau pense à certaines autres choses de tes entreprises, t'es pas en train de brainstormer ou de faire des rétrospections sur d'autres de tes entreprises que tu pourrais dire, bon, mais est-ce que ça fonctionne bien? Je suis pas en train de me poser les bonnes questions dans ma compagnie en ce moment. T'es trop dans les opérations tout le temps, dans le day-to-day, t'es pas dans la planification. Ouais. Puis, tu sais, chaque compagnie doit être optimisée, tu sais, fait que... on essayait de payer des mécaniciens moins chers, on a payé, mettons, d'aller chercher des meilleures ententes, on a cherché d'aller chercher tout ce qu'on peut. T'essaies de réduire tes coûts pour pouvoir faire plus de profit. Puis de créer d'engager, de créer des horaires qui vont mieux aller. Tu sais, c'est con, mais des fois, on avait un gars qui faisait 4 heures là, qui fait 8 heures là. OK, mais là, il y a un trou de 4 heures dans la journée. C'est pas bon, on l'a mal optimisé. Fait essayer de trouver du monde qui va faire du 12-12. C'est quelqu'un qui va faire, qui va faire 24 heures d'une journée. Fait que... C'est ça. Puis, c'est dur de gérer les employés de taxi. Parce que moi, je suis un gars extrêmement travaillant, extrêmement discipliné. Puis, ça doit être dur de travailler quand même avec toi. Ben, parce que ça doit être exigeant, parce que tu dois être assez exigeant envers les gens, j'imagine. Oui, mais j'ai compris que tu peux pas exiger autant que toi-même des autres gens ou des employés. Non, mais ça, c'est clair parce que... C'est ça. Mais tu sais, travaille sur ma patience énormément. Je te dirais qu'honnêtement, les gens qui ont travaillé avec moi au début de Bayoto, j'ai beaucoup de gens très proches, comme mon cousin qui travaille avec moi, puis j'ai pas été tout le temps patient.
sais, aujourd'hui, je prends un respect, j'arrive, je suis en forme, je manque pas mes repas, je m'assure d'avoir bien mangé, Ouais. tu sais. Puis parce que souvent, on oublie de manger, ça va vite. Puis que des fois, j'arrive, je suis un peu impatient, j'ai faim. Fait que là, à cette heure, Prends ta Snickers, ouais, là, c'est puis ça, prends calme-toi. ta Snickers. Fait que non, à cette heure, je suis pas pire. Je suis pas Ouais. pire, je suis beaucoup plus patient. Tu sais, je vais prendre le temps d'expliquer. Puis on dirait que tu sais, aussi d'avoir traversé une gestion de crise, t'es plus jamais pareil. Puis c'est jamais si grave que ça. Tu comprends? Ouais. Fait que tu sais, tu le vois plus, t'es outillé de différentes façons. Puis tu vas le voir d'autre manière, mettons. Mais c'est parce que tu vas en chercher des outils. Ouais, c'est ça. Tu cherches à t'améliorer comme personne, mais comme entrepreneur Ouais. aussi, tu sais. On investit, mettons, de l'argent dans moi. Tu sais, mettons, dans la vie, j'essaie pas d'acquérir, j'essaie de devenir. J'essaie de devenir la bonne personne, j'essaie de devenir, mettons, cet entrepreneur-là, ce futur père de famille-là ou cette personne-là. Tu sais, j'investis beaucoup dans ce que je veux être, tu sais. Fait que je pense, pour parler de chiffres, je pense que je dois investir un bon 30-35 000 par année, là, tu sais, mettons, dans mon développement personnel. Ouais. Ben, tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est le meilleur investissement, là. 100%. T'sais, Ta compagnie fait faillite, mais toi, les connaissances, tu restes là, t'es ouais. là, c'est encore à toi. Puis en même temps, là, parce que j'ai fait un podcast là-dessus, un podcast solo que j'avais dit, je vous annonce c'est quoi mon meilleur investissement à vie, là, tu sais. Puis je disais ça, tu sais, que dans le fond, l'investissement en soi, c'est la meilleure 100%. chose parce que en réalité, peu importe où est-ce que tu vas te ramasser dans n'importe quelle situation économique, n'importe quelle situation tout court, que ce soit familiale, entre amis ou n'importe quoi, plus que tu es évolué, ben, plus que tu te développes puis que tu te sens bien dans ta tête et dans ton 100%. dans Puis j'en ton témoigne, être, je t'ai là. rencontré dans un Ben oui. événement d'entrepreneurs qui font du développement personnel. Là. C'est tout du monde qui lise, qui se développe, qui Oui. se forme, qui investissent en eux. Tu sais, je veux dire, c'est un langage, quand tu es là-bas, tu fais comme... Ben, ça parle. Là. Puis je pense que, tu sais, c'est une nécessité quand on est en affaires. Ben, tu sais, on peut faire nos caves, puis, tu sais, arrêter de manger, puis, tu sais, pas... Ben, moi, je l'ai fait pendant au moins 6 ans, là, tu sais, pas penser à moi, pas me développer, puis... Ben, tu sais, j'étais comme toi, là, rendu à prendre la médication, rendu à prendre rencontrer un psychologue, puis là, t'es comme, j'en veux plus de ma vie, tu sais, fait que là... C'est bon, ça. C'est ça, t'es le calé qui... Ouais, de tout remettre en question, puis après ça, de dire, OK, non, tu sais, c'est vraiment ça que je veux, mais en même temps, il y a des façons de le faire plus intelligent pour que ça puisse perdurer dans le temps, puis qu'on puisse réussir, puis... tu sais, des fois, c'est moins vite, mais en même temps, c'est tellement plus efficace. La meilleure façon d'aller vite, la meilleure façon, c'est d'aller lent. Ouais. Je sais pas si je l'ai bien formulé, mais tu sais, moi, chaque fois que j'ai voulu aller trop vite dans la vie, là, ça a été mon erreur. Ouais. Chaque fois que je me suis planté, chaque fois que j'ai tiré les fonds trop, c'est que j'essayais tellement de réinvestir tout. Tu sais, on faisait des gros revenus, puis j'essayais d'en remettre quasiment au complet en marketing, en sciences, puis j'étais comme, je voulais que ça lève, puis bien comme il faut. Je voulais que mon plus gros problème, là, ce soit comme ça me prend 4 vendeurs là. Ouais. Tu sais, comme, tu peux pas faire ça tout le temps. C'est de la constance qui va te permettre d'aller plus loin, plus vite. Puis ça, j'aurais aimé savoir quelqu'un qui s'est venu me voir avant, qui dit pourquoi je suis en mentorat aujourd'hui, puis qui me dit, Chum, t'essaies d'aller trop vite. Ben oui, ben comme... Tu veux trop, là. Comme hier, dans le truc avec Julien, tu sais, justement, il disait ça, tu sais, de planifier au lieu de réagir, tu sais, puis c'est vraiment... Je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur. Puis, tu sais, j'aime ça qu'on parle des défis parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat, parce que souvent, ça a l'air... On montre juste ce qui est beau, mais en réalité, des défis, on en rencontre à toutes les semaines, puis à tous les jours. Tu sais, le monde, tu le disais tantôt, il regarde beaucoup d'où t'es parti, puis t'es là aujourd'hui, il pense que le chemin, ça a été ça. Oui, il pense que c'est une ligne droite, mais en réalité, c'est... Je te confirme, ça n'a pas été ça. Non, c'est ça, là. Il y a eu comme des grands downs. Dans l'automobile, ça a été mort pendant longtemps. Des défis, comme je disais tantôt, tu fais quoi? Tu n'es pas outillé pour gérer ça au début. Quand tu ne vendras pas de vente pendant 1 mois et demi, puis que ça a pris peut-être 2 mois et demi avant de repartir. Quand tu as déjà 4 mois que le marché automobile est allé so-so, tu sais, il n'y a rien qui te prépare à ça. Tu sais, de vivre avec l'anxiété... c'est encore pire quand tu as des employés à faire vivre. De se dire, eux autres, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils vivent. Moi, c'était une catastrophe. Je me disais, ça, sont sous ma responsabilité. C'est ma job, c'est à moi de les emmener là. C'est moi les deux, puis tout est de ta faute. Parce que dans la vie, si quelqu'un fait une erreur, c'est de ta faute, tu n'y as pas assez fort. C'est toi qui n'y as pas appris comme il faut. Fait que tu es là de te dire qu'ils te font confiance, que c'est toi qui leur vends une vision, qui leur peint, comme je l'ai dit, une vision de ce que tu veux que l'entreprise soit dans 10 ans. Puis que là, on en est là. Et que moi, c'était tough, là. Mais c'est Julien, pour de vrai, j'aurais dû l'écouter plus tôt. Il essayait de m'écrire, en fait, Julien, parce qu'on a un one-on-one à chaque mois pour voir ce que la compagnie en était, puis je le fuyais. C'est parce que je voulais pas y dire comme hey, j'ai chié à la passe, mais tu sais, j'avais pas vraiment chié. C'est
circonstances de la vie, tu sais. Puis j'étais comme, je l'ai pas dit, j'avais pas réussi à faire mes stats. Puis là, j'étais comme, quand j'ai compris que c'était la pression que j'étais capable d'avoir de ce gars-là, j'étais comme, j'ai dit, non, j'ai le fil, elle m'était comme, hey, chum, t'as un mentorat, tu sais, comme, il va falloir que tu me rappelles, tu sais. Là, j'étais comme, non. Là, je l'ai appelé, j'ai dit, OK, Julien, là, ça va pas, là, il y a telle affaire. Puis t'es comme, non, mais t'es con. Tu sais, t'es comme, je suis bon pour t'aligner quand ça va bien, mais je suis encore meilleur quand ça va mal. Tu sais, il était comme, là, il dit, on va faire le récit, mettons, il dit, explique-moi tout ce qui va pas en ce moment. Je vais t'expliquer, puis t'es comme, moi, je comprends que c'est correct, là. Il dit, mettons, parce qu'on avait accumulé beaucoup de frais fixes, parce qu'il n'y avait rien qui rentre, puis il est comme, moi, je comprends que ça, c'est pas si pire, on va le rattraper les 2 prochains mois, mais il dit, je trouve que le trouble, il est plus psychologique, tu sais. Puis c'est qu'à force d'y avoir parlé, je fais comme, ouais, t'as raison. Tu sais, dans le fond, ce que ça a fait le plus mal, c'était à moi plus qu'à la compagnie. J'ai fait comme, Là, j'ai fait, non, j'aurais dû l'appeler avant. Mais c'est là que tu vois que, tu sais, de prendre soin de l'entrepreneur avant de prendre soin de l'entreprise, c'est tellement important. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il dit, sauver le sauveur en premier. Il dit, Yannick, il dit, sauve-toi, si tu te sauves pas, tu sauveras pas la compagnie. C'est la même affaire que dans l'avion, là. Tu sais, là, quand tu de mettre ton masque avant de mettre celui de ton voisin. Moi, je sais bien que je serais dans l'avion avec mon fils, là, j'aurais vraiment de la misère à mettre mon masque en premier. Là, c'est l'instinct naturel de vouloir aider. Tu peux l'aider. Si tu tombes dans les pommes, puis lui a son masque, il ne pourra pas t'aider. Il ne pourra pas t'emmener jusqu'à la sortie. T'sais. Exact. C'est un peu la même affaire en entrepreneuriat. T'sais. Puis un jour que tu comprends ça, ben, tu te mets en priorité, puis c'est important. Là, parce que c'est ça. Après ça, si l'entreprise, finalement, ça ne fonctionne pas, ben toi, après ça, tu peux te relever. Oui, 100%. Fait que c'est ça qui est extraordinaire. Là. Vraiment. Puis... j'aime bien poser cette question-là, tu vas voir. C'est une question qui est un peu philosophique. OK, vas-y. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le succès? J'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec mon ami, justement, Nicolas, puis c'est une très bonne question. Puis, tu sais, le succès, c'est sûr que c'est propre à chacun, mais tu sais, le succès, je pense pas qu'il est chiffré. Tu sais, je pense pas que c'est pas 1 million, c'est pas la voiture que tu conduis. Tu sais, le succès, je pense que, justement, je l'ai dit tantôt un peu, c'est ce que tu deviens. Tu sais, comment je dirais ça? Ce que tu poursuis te fuit. T'sais, si tu cours après 1 million, là, c'est un objectif qui va être en constant déplacement. Si ton succès, c'est de devenir quelque chose, mettons, que tu souhaites, ben, tu vas attirer le reste. Puis si, pour moi, si tu es capable de prendre l'avion, d'aller rencontrer tes acheteurs, de développer des relations, de prendre du mentorat, d'investir en toi, puis de ne pas regarder t'as comment à la fin du mois, pour moi, c'est une forme de succès. J'ai pas besoin de rouler en Ferrari. J'ai le luxe de vouloir un jour en avoir une, mais j'attends certaines opérations, certains investissements. Je veux tranquillement réinvestir dans une nouvelle opération. J'aimerais ça investir dans des franchises cette année, puis après ça, dans plus du passif, puis après ça, peut-être l'immobilier. Mais le succès pour moi, c'est ça. Si je suis capable de prendre soin de ma famille, puis pas regarder comment il y a à la fin du mois dans le compte, je suis capable d'emmener ma famille dans le sud, je suis capable de faire des moves comme ça. Au final, la seule chose qui va changer, c'est la grosseur de mon char et la grosseur de ma maison. Fait que, ça change plus rien. Puis en même temps, tu sais, ça sert à quoi d'avoir une grande maison, c'est vide, tu sais? Oui, c'est ça. À quoi bon, des fois, avoir beaucoup de succès si on a personne avec qui le partager le soir? 100%. Puis, tu sais, ça revient un peu aussi au fait de enjoy le moment présent, tu sais, de vivre ce qu'on... Tu sais, c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Passionnément. Souvent, les entrepreneurs, on est quand même vraiment... T'sais, on regarde vraiment juste notre business, on est comme... on a la tête dans le guidon. C'est ça, là, on a l'impression à prendre un pas de recul, puis on est comme passionné par ce qu'on fait, passionné par l'entrepreneuriat, par tout, mais il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses. Il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Ouais. Mettons, un ne va pas sans l'autre. Tu réussis-tu, toi, à te sortir un peu de la tête de l'entrepreneuriat des fois ou pas du tout? J'ai des points de... J'appelle les poteaux, c'est ce qui me tient en équilibre. Le gym, pour moi, c'est important. Je me lève à 5 h du matin, je fais 1 heure de formation de Julien à tous les matins. Après ça, je m'en vais au gym. Mais ça, c'est mes moments, c'est à moi. Je le fais pour moi. Je me fais peu importe que la terre brûle, qu'il arrive n'importe quoi. Ça, je sais que c'est à moi. Je serais pauvre, je serais riche, je m'en fous. Je fais ça. Fait que tu réussis à faire ton genre de miracle morning un peu. Ouais, c'est ça. Je me garde un peu ces affaires-là à moi, mais c'est sûr qu'en ce moment, je suis entrepreneur, célibataire, j'ai rien que ça à faire. J'ai pas vraiment de vie, mais je vis de cette passion-là. Moi, le sentiment d'accomplissement, le sentiment que chaque semaine, j'ai gaulé, j'ai rentré tel volume, j'ai fait telle affaire, j'ai aidé un de mes employés à s'acheter un nouveau char, à faire telle affaire, c'est sûr que ça me parle. Ouais, tu te sens accompli. Puis,
nous, on se développe, là, ça n'a pas de sens. Là. On apprend tellement en entrepreneuriat, là, gestion des employés, engagés, comment mettre les personnes des bonnes chaises, comme porter le chapeau des. On emporte des chapeaux. Fait que moi, je m'épanouis énormément en tant que personne. Fait que c'est sûr que j'ai peut-être moins besoin de ressenti de prendre du recul, mais c'est important de le faire. Je le fais pas assez. Je fais des voyages, je fais des choses comme ça, mais je vois pas assez ma famille. Je suis pas assez impliqué, plein de choses comme ça, mais quand je suis là, j'essaie d'être là à 100%. Ouais. J'essaie d'être là puis que ça compte vraiment. Quantité au... qualité au vers quantité. Oui, exact. Fait que, parce que la pire affaire, c'est, je pense que Julien en a déjà parlé justement, mais d'arriver dans ton souper de famille puis de te sentir mal parce que tu te dis, je devrais faire telle affaire, je devrais faire telle affaire, puis là, d'arriver là-bas, puis là, après ça, d'aller à la job, partir plus vite, puis de te dire, encore là, que j'aurais dû rester avec ma famille. C'est pas mieux, là, tu comprends? Va là, donne tout ce que tu as, prends soin de ta famille, soupe avec eux, prends bien de leurs nouvelles, aide-les à faire quelque chose. Puis après ça, quand tu vas au travail, donne tout ce que tu as. C'est ça, donne ton 100% où ce que tu es présentement. Mais ça, c'est difficile. Plus que ta compagnie est petite, plus c'est difficile. Plus que tu portes de chapeau, que tu gères la comptabilité, que tu fais ci, mais plus qu'elle est grosse, plus qu'elle est mieux, qu'elle est organisée. Puis nous, on s'en va tranquillement vers là. Tranquillement, j'ai quelqu'un qui va être directeur du marketing. On a des agences avec qui faire quoi on se tourne. J'ai PA, d'ailleurs, qui va venir m'aider à scaler mon département de vente. Fait que... tu as plein de choses comme ça que tu fais comment? Tu deviens un peu avec un comité exécutif. Puis là, tranquillement, je commence à ressembler à ça. Puis là, je commence à me tourner où ce que, moi, je gère plus les opérations, où ce que je vais donner des prix. Je vais plus gérer, mettons, le département des ventes, où ce que je vais prendre les appels clients. Puis là, je vais travailler sur le business. La vision de le business, qu'est-ce que je veux qu'elle ait l'air, qu'est-ce que je veux que mon brand reflète. Puis de masser, puis de voir comment on traite vraiment le client. C'est quoi, mettons, ce client-là était ton seul client, de quelle façon tu lui parlerais, de quelle façon tu le traiterais, de quelle façon tu t'offrais ton service après-vente. Puis je me pose ces questions-là. Là, je tripe parce que j'optimise. Je ne suis pas dans les opérations, j'ai pas le nez dans le guidon. Comme je prends le temps de voir, je fais comme ça, je me pose le temps de me poser des questions. Fait que... c'est tellement important, là, en même temps de... Puis en même temps, là, c'est tellement tough. Tu sais, comme moi, je suis là, un peu, là, justement, là, mon entreprise est trop petite, là, tu sais, pour... Tu sais, fait que c'est dur de se dire, j'aimerais ça engager un DG ou, tu sais, quelqu'un qui va s'occuper de ça, mais tu sais, en même temps, présentement, je suis obligée de faire la DG, je suis obligée de faire la présidente, je suis obligée de faire les opérations. Il faut comme que tu ailles chercher le double d'ouvrage, que tu sois capable de gérer le double d'ouvrage pour être capable de donner à moitié. C'est con, tu sais, mais t'es comme... C'est de même. Mais tu sais, il y a des façons. Il y a des façons d'optimiser et d'être sûr quand est-ce que tu es capable d'en donner. Au début, tu commences quelqu'un, peut-être, mettons, tu vas chercher un 20% de travail, puis tu le délègues. Puis tranquillement, tu l'optimises. Puis quand cette personne-là est pleine, mettons, tu vas chercher un autre travail. Ou, tu sais, tout dépendamment de ton funnel aussi, comment que ça se fait, là, tu sais. Mais... c'est pas toujours facile aussi, tu sais, avec aussi le manque de main-d'œuvre. Tu le vis-tu un petit peu, toi? T'as-tu de la misère à trouver de la bonne main-d'œuvre ou ça va bien? Beaucoup de main-d'œuvre. Tu sais, nous, on est à peu près 10-12 chauffeurs sur la route qui sont appelés sur le transport à appeler. Là, actuellement, on est 2 aux ventes, puis j'ai un gars aux opérations. Les opérations, c'est eux qui vont donner les prix pour les véhicules, travailler avec les acheteurs. Ils sont 2 aux ventes, temps plein, qui prennent les appels à cette heure. Puis sinon, c'est beaucoup des départements à l'externe. Tu vois la compagnie, tu penses qu'on est 18, là. Mais en ce moment, on est comme 6. Là. Oui, je pensais que vous étiez c'est ça. Donc, 18. Comme je te dis... Si tu comptes les transporteurs... Parce que les transporteurs, c'est des... Ceux qui transportent les véhicules. Sont à leur compte, dans le fond? C'est des sous-traitants? Non, c'est nous. On a beaucoup de retraités en liste d'appel. Ouais, on fait beaucoup ça. Fait que, mettons, le matin, il y en a un qui est responsable, qui est, comme j'appelle, le directeur des transports. Fait que lui, il arrive le matin en disant, là, on a 2 transports. Fait que mettons, il faut qu'on aille chercher celui-là puis celui-là. Fait que lui, il appelle. Toi, tu travailles des retraités. Voulez-vous travailler aujourd'hui? Ils appellent, on les paye 15$ de l'heure, ils viennent avec nous en auto. Puis on leur laisse des beaux véhicules qu'on achète, flambant neufs. On dit, fais juste me suivre, puis on le rapatrie au prochain acheteur. C'est nice. Les documents, ils nous rapportent ça. Puis nous, pendant ce temps-là, on travaille dans le département des ventes, des opérations, puis pour que toute la boucle se ferme toute seule. OK, c'est cool ça. Fait que, t'as réglé ton problème de main-d'œuvre. Tu t'es retourné vers les retraités. Oui, mais je vais en avoir besoin dans pas long. Tu sais, mettons, département des ventes, j'engage du monde, puis tu d'engager les bonnes personnes. Ta compagnie, elle va bien quand tu comprends le sens de s'associer avec les bonnes personnes. Moi, j'ai engagé un opérateur, ma business a fait x2. J'ai fait comme... Moi, j'essayais de tout faire. Je faisais les ventes, je qualifiais les clients, je gérais les acheteurs que j'avais développés parce que c'est mes relations, c'est moi qui les ai rencontrés, puis j'avais donc peur des données. Je me suis associé avec quelqu'un que, aujourd'hui, c'est lui qui donne les prix, il rouvre l'enquête, il y a l'enquête canadienne-américaine, il est connaisseur du marché, il a un background à m'apporter. Puis j'ai fait comme, là, j'ai pu mettre du temps ailleurs. La chose que je ne voulais donc pas déléguer, là, mes relations, tout oublie ça. Là, j'ai trop travaillé fort. Là, j'ai dit, qui dans la vie prend l'avion pour aller rencontrer quelqu'un? Je ne peux pas donner le numéro de ça.
Puis j'ai fait comme, ça a été la meilleure affaire finalement que j'ai faite, tu sais. Ouais, tu sais. Hey, mais c'est un investissement incroyable, là. Ouais. Mais c'est tough au début de le voir comme ça, là, tu sais. Ouais. Parce que je te file. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments là-dedans. Tu sais, c'est un bébé, on l'a monté de A à Z, on a investi énormément mon temps, mon argent. Tu sais, moi, j'ai tout mis là-dedans. Là. Tu sais, j'ai tout sacrifié. J'ai dit tantôt, j'ai tassé une autre business qui aurait pu me rapporter quand même beaucoup à moi, mes amis, tu sais, sur à peu près 10 ans. Fait que j'étais comme, il y a de l'émotion quand même là-dedans. Fait que, tu sais, des fois, de donner ça puis de voir que ça pourrait ne pas bien aller ou de penser que les choses pourraient aller moins bien que ça va en ce moment, c'est stressant. Ça, on met tout notre cœur, tout notre, tu sais, dans nos business. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devient... Tu sais, je sais que la majorité des gens disent, il faut s'en détacher, mais à un moment donné, c'est tough de s'en détacher, là. Oui puis non. Parce que je me disais à quelque part, OK, mais c'est toi qui l'as monté. Il faut être détaché parce que, tu sais, comme mon ami, il a des franchises, on en parlait un peu tantôt. Tu sais, lui, il en pogne, il en achète, il en flip, il en vend. Comme il est détaché au bout. Lui, il vendrait des roches s'il pourrait. Tu sais, comme si ça serait payant, on s'en fout. J'ai des discussions comme ça avec des fois, puis je suis comme, c'est vrai, tu sais, mais quand que ça, c'est à toi, tu sais, parce que j'ai de quoi qui me pogne dans la tête, mais je me dis, tu sais, moi, quand j'ai parti cette compagnie-là, tout le monde m'a beaucoup demandé à un moment donné, tu sais, pourquoi t'as pas conduit dans le combat, t'étais bon. Mais tu sais, c'est pas comme ça que moi, je voulais réussir. C'est comme je l'ai choisi, ma manière. T'sais. Puis quand je voulais me prouver que j'étais capable de partir une start-up de zéro, 100% de zéro, d'être rien, puis de monter à quelque part jusqu'à être un funnel, puis de me dire que j'ai 4 employés en vente, j'ai 2 grosses opérations, là, puis on vend 50 véhicules d'une semaine. T'sais. C'est ça qu'on essaye de monter. Puis, fait que, des fois, c'est... T'avais comme plus... Ta vision était comme plus grande. J'avais comme prouvé, je pense. Ta mission était peut-être plus grande que... tu sais, que de faire du combat, c'est vraiment nice, là, mais tu sais, en voulant dire, quand que ton purpose est encore plus fort que ça, tu sais, des fois, c'est inexplicable, là. Je sais pas pourquoi, moi, c'était pas comme ça. J'essaie d'expliquer des fois dans le monde, dans mon domaine, à des gens, tu sais, pourquoi que je me consacre pas juste, mettons, à la vente, là, tu sais, parce que je pourrais, tu sais, faire peut-être même plus d'argent si je faisais juste de la vente, mettons. Mais c'est que... non. Ça veut pas dire que tu aimes ça non plus. J'adore ça, mais je me sens pas assez pleine. Tu sais, je sais pas si tu comprends. J'ai envie de plus, j'ai envie de pousser plus, j'ai envie de créer, j'ai envie, tu sais, de donner de monter une business, d'avoir des gens à l'interne, de former. Il faut que tu sois dans ta zone de créativité. Sincèrement, ça, c'est une des affaires que j'ai pas assez compris. Tu sais, des fois, il faut pas que ta job t'écœure. Puis où est-ce que moi, mettons, personnellement, je me sens le mieux, c'est dans ma zone de créativité. Tu sais, quand je peux prendre le temps de me poser des questions, que je peux prendre du recul sur ma business, que je peux apporter du changement, que je crée chaque jour pour avancer. Tu sais, c'est comme moi, c'est ma zone. Que je me sens soumoyé, que je me sens à bonne place, que ça va bien ou ça va moins bien, je m'en fous. Parce que je suis comblé de ce que j'apporte, de voir que je mets avant. Tu sais, je sais que je fais la bonne chose. Puis que, tu sais, en ce moment, je définis un petit peu la vie que je veux, tu sais. Tu sais, j'ai fait un post un moment là-dessus, puis je disais, je me rappelle pas exactement, mais c'était... Être entrepreneur, c'est accepter d'être l'architecte de sa vie. C'est accepter d'être l'architecte d'une vision qu'on a définie par nous-mêmes. Puis c'est tellement ça, dans le fond. C'est d'accepter de vivre une vie 100% qu'on a essayé de définir. Mais en même temps, en tout cas, je pense qu'on devrait tout définir puis prendre responsabilité de notre vie, mais ça, c'est un autre sujet en soi. C'est ça. D'arrêter de se plaindre, de se prendre pour une victime, puis de comprendre que tout ce qui nous arrive est de notre faute. C'est un autre travail. C'est beaucoup un message que Julien véhicule très bien avec nous, en tout cas. S'il arrive de quoi, c'est de ta faute. C'est une des raisons pourquoi je voulais pas trop l'appeler quand il est arrivé. Et que je suis ma compagnie, j'étais comme, il va me dire, c'est de ma faute, c'est ma responsabilité, c'est ci, c'est ça. T'aurais dû faire ci. Mais tu sais, en même temps, il y a des circonstances économiques, il y a des circonstances... Moi, je regarde, mon père, il avait parti sa business, puis il y a des lois qui ont été changées. Il y a des... Oui, tu peux dire, le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il y a une loi qui change, mettons. Mais tu penses pas nécessairement que ça va arriver parce que tu te dis, c'est le pire qui pourrait arriver. Finalement, ça arrive, là, tu fais, OK, c'est quand même ta responsabilité, mais en même temps, la loi, c'est pas toi qui l'as décidé. Mais là, je comprenais pas ça au début parce que quand tu as une petite part du marché, il y a tout le temps de la place à faire des transactions. Il y a tout le temps de la place pour prendre 1% du marché. Quand tu commences à prendre du mouvement puis que tu arrives, mettons, à 15, 20 véhicules semaine, ben là, tu comprends que l'économie t'impacte. Parce que je veux pas, il y a un maximum que tu peux aller chercher. Puis ça, je l'avais pas compris. Puis c'est là que Julien, justement, s'est assis et me conté de quoi de personnel qui avait traversé lui aussi. Puis j'ai fait comme, OK,
c'est normal dans ton parcours de vivre des choses comme ça. Ben oui. C'est juste qu'il n'y a personne avec qui tourner, tu n'as personne à qui en parler parce que, comme je disais tantôt, on parle trop que de quand ça va bien, puis on montre que nos victoires, que nos victoires. Les réseaux sociaux, c'est un problème pour ça. C'est tout le temps, j'ai gagné ici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu sais, comme le monde checker mon voyage à Dubaï, on me dit, j'ai fait du développement dans ce voyage-là. Ça n'a pas été que chill, tu comprends? On pensait pas que tu avais été cogné à des portes, là. Tu sais, fais ça, fait que, c'est correct, là. Faut le montrer, ça inspire beaucoup les gens. Oui. Mais on ne montre pas assez le parcours. Là. Tu me verras. Je ne montre pas assez, moi, mettons, dans un char, aller faire mon propre transporteur parce que cette semaine, il y a un transporteur qui ne peut pas. C'est moi qui embarque dans le char et qui va chercher. C'est moi qui va rencontrer les clients. C'est moi qui va signer les chèques. C'est moi qui va faire. Fait on ne le démontre pas assez, ça. C'est aussi le chapeau de l'entrepreneur. Là. À minuit, il est fait de la comptabilité en masse. Là. On ne voit pas assez ce côté-là du parcours. Non, c'est ça. À 100%. Là. Dis-moi donc, si tu avais une clé de la réussite à nommer, qui fait en sorte que tu es là aujourd'hui, où ce que tu es, ça serait quoi? C'est une bonne question. Honnêtement, je pense que je suis là aujourd'hui parce que je rebondis. Parce que j'ai tellement traversé d'échecs, j'en ai juste, je pense, plus que tout le monde. T'sais, chaque chose que j'ai parti, des fois, je me suis associé avec des gens que ça n'a pas bien fité, que ça a été une forme d'échec, qu'on a dû se séparer, puis que chaque fois, j'ai juste jamais abandonné. C'est quelque chose que je tiens beaucoup de mon père qui m'a appris, tu n'abandonnes jamais. Puis je m'accroche, puis chaque que ce soit un deuil, une séparation, peu importe ce que je traverse, c'est un automatique chez nous, je rebondis. Si je perdais un combat, je n'allais pas fêter le soir même. Si je le perdais, j'étais au gym le lendemain. Fait que, tu sais, c'est tout le temps eu ce mindset-là. Fait que je pense sincèrement que c'est juste ça qui est arrivé. Juste, tu t'abandonnes pas, tu continues, puis tu te bats pour ta vision. T'sais, si tu y crois, le temps va faire les choses. Parce qu'à un moment donné, tu resteras pas toujours dans cet état-là ou dans cette circonstance-là. Ça te définit. Ta situation aujourd'hui ne te définit pas dans ta vie. Fait que, je pense que la clé du succès, ça a juste été de rebondir, puis de continuer, puis de persévérer. Puis t'es discipliné aussi, je pense. Oui, très. En tout cas, depuis tantôt, c'est quelque chose que moi qui me flash. T'as une très bonne discipline. Ouais. Mais ça, c'est que dans le fond, on fait l'erreur de vouloir être motivé au lieu d'être discipliné. Motivé, c'est un état d'esprit. Ça reste pas longtemps. T'sais. Quand tu es discipliné, c'est acquis, c'est à toi, ça fait partie de toi. Fait. Mais des fois un peu trop. Ça a été des reproches dans mes relations, mais c'est ça. On n'en est pas où ce qu'on est aujourd'hui pour rien non plus. Fait que ça prend de la discipline. Oui, 100%. Y a-tu un projet que tu aurais envie de nous dire? T'as-tu quelque chose qui s'en vient? Tu as le projet de mettre en place le département des ventes, mais y a-tu un autre projet, soit personnel ou professionnel, qui s'en vient? J'en ai, je peux pas parler. Mettons un que tu pourrais parler. T'en as-tu ou non? J'en ai un que je fais que je peux te parler. J'ai un projet en ce moment que je fais qui est un produit canin. J'ai parlé un peu tantôt, je peux en parler. Dans le fond, en ce moment, ça fait 2 ans qu'on est en laboratoire pour essayer de développer un produit qui est, dans le fond, à la base, c'est censé être de la poudre qu'on saupoudrait dans de la moulée pour chien. OK. Puis ce que ça faisait, c'est que... T'as-tu un chien? Oui, j'ai un caniche royal. Bon, est-ce que ton chien, il fait des taches de rouille, mettons qu'il tache le poil ici? Ah non, elle n'en fait même plus, mais nous, elle en faisait avant. Bon, tu vois, on voit beaucoup ça sur les bichons maltais, mettons. Fait que, tu sais, ils ont beaucoup le noir aussi, autour des yeux. Fait que... Moi, dans le fond, ce qu'on est en train de développer en ce moment en laboratoire, c'est un produit qui va être une gâterie pour chien. Oui. Parce qu'à la base, on faisait une poudre, mais ce que ça fait, le problème que ça engendrait, c'est que quand le chien le mange, ça colle sur son nez, puis ça fait des problèmes comme ça. Fait qu'on a décidé de faire une gâterie pour chien où tu vas y donner, puis on a un produit dedans qui va éliminer les taches de rouille. Fait qu'on fait ça avec un programme de dressage canin. Tu passes du temps de qualité avec ton chien adore le produit, c'est une gâterie. Puis en même temps, ça élimine les taches de rouille. Fait que tu n'as pas à les nettoyer. Ça l'enlève. Puis il y a quelque chose... Oui, c'est vrai que je nettoie à tous les jours. Oui, c'est ça. Puis il y a quelque chose dans mettons, un des premiers problèmes qui subvient chez l'animal, c'est la perte de visibilité. En lui donnant ça, tu élimines la tache de rouille, qui est une bactérie dans l'œil, ce qui fait qu'il y a des chances que sa vision dure plus longtemps. On guérit rien, mais mettons, on améliore certaines choses. Fait qu'on travaille là-dessus. C'est un produit qu'on fait 100% de cœur, en tant que... on a trop... En tant qu'animal lover, c'est ça. J'avais mon chien, tu sais. Fait que c'était pour moi à la base. J'étais tombé là-dessus une année sur quelque chose aux États-unis qui était similaire à ça. Puis j'étais comme, pourquoi? Mais ça ferait pas telle affaire. Puis là, je me suis renseigné pourquoi que ça n'existait pas. Puis ça n'existait pas. Fait qu'on a commencé à se pencher un peu sur la question. Puis on a commencé à fabriquer le produit. Puis on tombait en laboratoire. Mais... ça, c'est un prochain produit qu'on va sortir dans les prochains mois. Puis je le dis parce que c'est quasiment fait. Là, fait que... Wow! Félicitations, c'est nice. Je te donne un beau cue, là. Un cue direct on spot, là. J'apprécie énormément. J'apprécie aussi notre entrevue, notre moment passé ensemble qui a passé beaucoup trop vite.
Ouais, c'est vrai, hein? Caroline, au début, j'étais comme, mon Dieu, je peux te réciter 105 minutes ce que j'ai fait dans la vie. Non, J'étais non, comme, non, je veux pas. ouais, c'est En ça. même temps, il y a tellement d'affaires, puis il y aurait tellement d'affaires que j'aurais aimé ça parler, mais à un moment donné, on s'en reprendra pour un prochain épisode. Ouais, 100%, ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation, puis de m'avoir sorti de ma zone de confort. Ça fait plaisir. Puis on s'en revoit pour un prochain épisode. Puis, hey, on te retrouve où sur les réseaux sociaux? On est capable de... Yannick Duval sur les réseaux sociaux, puis sinon bioto.ca, Instagram, Facebook ou Fantastique. n'importe où. Excellent. Hey, merci encore. Merci.